Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la technologie Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est mercredi le 31 mai. On est en fin de journée. Avec moi, Éric Côté, Guy Barrette. Bonjour. Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Une belle journée malgré un petit orage en fin de journée. Là. Un gros orage en fin de journée. C'était pesant toute la journée, puis finalement, comme ça arrive souvent à Montréal en été, à la fin de journée, l'orage tombe dessus. C'est correct, ça fait du bien, ça nettoie l'air. Hein? Mm-hmm. Tu sors dehors après, ça sent bon quand il y a plus. Ce soir, on va parler de SharePoint avec notre invité, Serge Tremblay. Salut Serge. Salut les gars. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, quand t'es arrivé, un peu avant le début de l'enregistrement, on parlait justement de TechEd parce que c'est une des choses, on se prépare pour TechEd, ça s'en vient dans peu de temps, là, dans 2 semaines. Puis on s'est rendu compte qu'on va tous être à TechEd parce que Serge, t'es un expert SharePoint, on va tout à l'heure la formule, ça on va présenter un peu plus en détail ta biographie, mais étant expert SharePoint, tu vas te retrouver à TechEd comme ambassadeur ou C'est Technical Learning Guide, c'est qu'on va s'occuper des laboratoires, des exercices là pour SharePoint. Donc toi, avec ton C'est expertise SharePoint, c'est du côté SharePoint que tu vas aider les gens. Donc les gens qui vont faire des labs, il y a des chances qu'ils te voient debout, que tu sois en train de les aider. C'est ça. S'il y a des gens qui nous entendent, qui sont au TechEd, s'ils ont des problèmes d'un lab, ils peuvent regarder. Là, on va avoir des badges avec notre nom. Fait que si vous voyez Serge Tremblay, ça va me faire plaisir de vous dire bonjour puis de vous aider. Éric aussi, toi, tu vas travailler au lab, si je me trompe pas. Ouais, moi je vais pas travailler au même laboratoire. Moi je vais travailler au Instructor Led Lab, ce qui est le pendant où est-ce qu'on, plutôt que d'avoir des laboratoires ouverts où est-ce que les gens entrent et sortent à n'importe quelle heure, on va justement partir des sessions de laboratoire 1 heure guidées où est-ce qu'ils vont faire un laboratoire très très spécifique. Et là, moi je vais m'occuper surtout des laboratoires de type SQL 2005 et Visual Studio 2005. Moi, dans mon cas, je suis ambassadeur il y a toute une section qu'on a dans le passé, on appelait ça les cabanas. Je sais pas si ça va s'appeler encore comme ça cette année, mais c'est une session où les gens viennent poser des questions. Moi, je suis ambassadeur au niveau des architectes. Guy, toi, étant un regional director. Eh oui, je suis un regional directeur. Alors, le dimanche, on a un meeting là, des directeurs régionaux qui vont tout être là. On a sur 130 directeurs régionaux au monde, là, on va être à peu près 50. Là. Donc, c'est un bon nombre. Et le samedi, je vais assister à un Software Design Review au niveau de la prochaine version de Team System. Donc, ça risque d'être pas mal intéressant. Mais assez parlé de TechEd. Serge, présenter un peu pour nos auditeurs. Donc, à Montréal, on cherche quelqu'un qui est un expert SharePoint. Le premier nom qui vient dans la bouche de la majorité du monde, c'est, écoute, parle à Serge Tremblay, il connaît le produit de A à Z. Puis, c'est pas juste à Montréal que ta réputation est faite, parce que à Seattle, tu fais partie de toutes les early les programmes là que Microsoft met en place pour présenter les nouveaux produits. Je sais que pourquoi on enregistre cette semaine, on devait enregistrer l'enregistrement la semaine prochaine, mais malheureusement ou heureusement pour toi, t'es invité justement à Seattle pour aller suivre une formation privée. Non, en fin de compte, ça a été cancellé. Excusez. J'ai eu la cancellation lundi. C'était à Dallas. On devait aller à une formation privée sur les nouveaux cours d'Office 2007 qui vont sortir. Mais j'étais à Seattle il y a 2 semaines. Puis j'étais là aussi il y a 6 semaines aussi. Fait que j'étais à la conférence pour les développeurs pour Office 2007. Et je suis allé aussi à la conférence de SharePoint 2007 à Seattle aussi, où j'ai rencontré, j'ai pas rencontré Bill Gates, mais je l'ai vu dans une présentation. Il nous a fait une présentation sur Office 2007. En tout cas, c'est pas le meilleur conférencier. Hein. Il y a des gens qui sont meilleurs que lui pour entretenir un auditoire, sauf qu'il faut y reconnaître qu'il y a d'autres talents que... Mais c'était quand même assez intéressant ce qu'il a fait, là, ce qu'il a présenté, puis... à moins que les présentations, que les gens aient bien préparé ses speeches, là, mais il semblait bien impliqué aussi dans Office 2007, donc qui a travaillé pas mal. C'est un produit important pour Microsoft, hein,
En tout cas, c'est toujours une grosse vache à lait, donc l'intérêt des dirigeants est non négligeable de ce côté-là. C'est ça. Si on regarde toute la suite Office qui va venir, puis avec SharePoint, avec les serveurs Office qui vont venir, qu'on va parler tantôt, c'est quelque chose de bien important, je pense, pour Microsoft. Toi, Serge, tu gagnes principalement ta vie comme consultant indépendant. Et Formateur aussi. Ouais. Donc, ton profil ressemblerait beaucoup à celui d'Éric. Eric aussi fait plus que 50% de tes contrats, c'est de la formation. Donc, j'imagine toi aussi, c'est à peu près... Oui, c'est à peu près la même chose, là, environ 50% formation, 50% consultation. La grosse différence, c'est que moi, je connais pas SharePoint. Mais ça va venir, Eric, tu vas le connaître. En tout cas, le volet programmation, vraiment, de plus en plus, c'est un produit pas le choix. Il y a un brillant avenir devant lui. Écoute, en plus de SharePoint, tu as aussi beaucoup d'expertise du côté Exchange Server. Puis, ce qui est intéressant pour nous, pour nos auditeurs ainsi que nous, c'est que t'as pas le profil du développeur. T'es vraiment le profil du gars d'IT qui, forcément, maîtrise des serveurs et tout, puis qui là se retrouve à avoir un pied dans le monde des développeurs, puis toujours un pied, ou en tout cas beaucoup de pieds du côté de tout ce qui est infrastructure, mais à la base, t'es un gars d'infrastructure. C'est ça, j'étais un gars d'infrastructure, puis plus j'ai avancé dans SharePoint, plus j'ai réalisé que je m'en venais presque à cheval entre les deux, entre l'infrastructure puis le développement, parce que SharePoint, on va voir, il fait beaucoup de choses built-in, mais aussitôt qu'on veut dépasser, faut aller soit se tourner vers des partenaires qui font des third parties ou aller développer pour améliorer ou pour ajouter du plus-value au produit. Donc, c'est-tu même envisageable que est-ce que tu as déjà commencé à ouvrir ton Visual Studio puis à commencer à regarder, ou c'est vraiment une prochaine étape, ou est-ce que t'en es du côté est-ce que tu t'en viens à avoir les deux pieds du côté développeur? J'ai déjà Visual Studio 2005 sur mon portable. Je travaille un peu avec. J'ai regardé le développement de WebPart, comment ça se faisait. Puis aussi avec SharePoint aussi, là, il y a une portion là qui est le SharePoint Designer où j'ai commencé à travailler avec aussi. Juste par curiosité, est-ce que c'était un gros choc pour quelqu'un d'infrastructure? Moi, je l'ai vécu. J'ai une personne, entre autres, quand j'étais au ministère de la Justice, qui était plus un gars d'infrastructure, puis qu'à un moment donné, s'est dit, je veux comprendre ça, le développement, puis lui, le Visual Studio, ouvrir ça, c'était comme, oh, il y en a des fenêtres, qu'est-ce que ça sert? Oh, puis ça fait ça, puis tout le concept de suivre, débugger ces choses-là. Il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est non négligeable, là, quand on est plus habitué à bâtir des scripts WMI, puis là, on tombe avec le langage .NET. C'est ça, mais écoute, je suis loin de me considérer encore comme développeur, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais écoute, oui, c'est vrai que écoute, il y a de la place, là, les développeurs, je vous lève mon chapeau, vous faites un beau travail, puis c'est sûr que j'en apprends pas tous les jours, mais toutes les fois que j'ouvre Visual Studio, j'en apprends, puis j'ai encore beaucoup à apprendre là, pour pouvoir. Fait que c'est un monde différent, mais en ayant déjà fait des scripts, en ayant déjà fait un peu de programmation dans l'ancien temps, dans le temps que j'étais au cégep, je peux me retrouver un peu, mais je ferai pas des affaires trop compliquées. Fait qu'ayez pas peur, j'irai pas prendre vos jobs. Mais reste que programmer, c'est souvent on le dit, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Donc si t'es capable de suivre la logique, pas besoin forcément d'avoir une formation pour être capable de suivre, par exemple, comment on développe un WebParts là. C'est pas un prérequis fondamental. Ouais. Ça l'aide quand même quand tu étais dans une bonne grande école. Ça démontre en tout cas que tu as pris les connaissances, mais on peut toujours rencontrer quelqu'un qui était totalement autodidacte puis qui peut être aussi bon au niveau du développement. C'est un peu comme au golf là. Si tu vas pas pratiquer, tu viens pas bon. Ah oui. Le sujet ce soir, c'est SharePoint et surtout Microsoft Office 2007, parce que les deux, on va en parler, sont intimement liés. On fait le pont et on revient pour en discuter plus en détail avec toi. Serge, SharePoint, on a sûrement des auditeurs qui ont même pas idée qu'est-ce que ça fait ce produit-là, à quoi ça sert. Donc, commençons par la description de haut niveau. Pourquoi Microsoft a créé un produit comme SharePoint? C'est eux autres qui l'ont créé ou c'est un produit qu'ils ont acheté? C'est un produit Microsoft. De ce que je comprends, c'est que ça a été développé à l'interne là, chez Microsoft. À cause qu'il y avait des besoins, les besoins centrales. Si on regarde SharePoint en partant, c'est une famille, ils appellent ça SharePoint Product and Technologies. Donc, c'est une famille. Il y a Windows SharePoint Services et SharePoint Portal Server dans le moment, dans la version 2003.
Et la même chose va se reconduire un peu dans 2007. C'est Windows SharePoint Services, c'est un produit qui est gratuit, qu'on peut télécharger chez Microsoft et qu'on peut aller installer sur un serveur Windows Server 2003. Et lui, ce qu'il va nous permettre de faire, mais c'est vraiment le partage d'informations, la collaboration, la communication. Si on regarde aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont besoin de communiquer entre eux. Puis les façons de communiquer, on peut fonctionner par email. Mm-hmm. On peut se bâtir un serveur de fichiers avec une structure linéaire en fin de compte de dossiers pour classer notre information. On peut aussi se créer un site web pour publier de l'information à tous. Donc, on a 3, 4 outils, 5 outils des fois différents pour pouvoir avoir cette même information-là. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que SharePoint, c'est ces 3, 4 outils-là intégrés en un ou c'est quelque chose de différent? C'est ça. Mais avec Windows SharePoint Services, c'est qu'on va être capable d'intégrer toute l'information, toute la communication pour un projet ou pour une plus petite équipe avec Windows SharePoint Services. Donc, c'est une infrastructure, Windows SharePoint Services, que tu installes. C'est un service qui va te permettre, avec quelques clics de souris, de créer des sites web qui sont déjà bâti pour aider à faire de la communication, de la collaboration. Donc, il va déjà avoir des listes de contacts, des listes de calendrier, des listes de tâches, des bibliothèques de documents, des endroits pour publier des nouvelles. Donc, directement, sans avoir besoin de faire aucune ligne de code. Ça veut pas dire qu'on n'aura jamais besoin des développeurs pour faire du SharePoint. Là, on va en reparler un peu plus tard tantôt. Mais de base, on peut un usager avancé va pouvoir, s'il y a quelqu'un qui a installé Windows SharePoint Services sur un serveur, va pouvoir se créer un site web avec quelques clics de souris où va pouvoir partager contacts, calendrier, tâches, documents, liens, n'importe quel type de lien. Et en plus, tout ça, c'est intégré avec Office. Donc, si on regarde avec Windows SharePoint Services, la version 2 qu'on a, 2003, c'est intégré à Office 2003. Et la prochaine, elle va être intégrée aussi à Office 2007. Est-ce qu'on peut considérer le produit comme un portail web? Windows SharePoint Services, ça pourrait à la limite. Il y a certaines entreprises qui ont déployé Windows SharePoint Services comme site portail, mais Microsoft a aussi un produit qui vient s'asseoir sur Windows SharePoint Services qui s'appelle SharePoint Portal Server et qui, lui, devient vraiment un portail qui va aider à publier l'information pour l'entreprise. Mais le portail, il amène des fonctionnalités de plus. Il utilise Windows SharePoint Services, mais par-dessus ça, il va nous permettre de faire une recherche intégrale. On va pouvoir aller rechercher de l'information par notre outil de recherche portail et trouver de l'information qui se trouve dans nos dossiers publics Exchange, de l'information qui va se trouver sur des sites web externes, de l'information qui va se trouver dans des dossiers publics. Mais en plus, c'est qu'on va pouvoir facilement publier l'information. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un webmaster pour pouvoir dire « Hey, je veux faire publier telle nouvelle ». On envoie le document au webmaster et lui, il prend l'information, il rentre ça sur notre site web pour le publier. Donc là, si je te comprends bien, il y a un produit qui est complètement gratuit, que Microsoft a fait, qui s'appelle Windows SharePoint Services, l'acronyme souvent est WSS. Ça, tu peux aller chercher ça sur Microsoft, installer ça sur un serveur Windows 2003. J'imagine que ça prend... Oui, ça prend un serveur 2003. C'est pour vendre des serveurs 2003, finalement, que Microsoft offre ce produit-là. Puis quand tu installes ça, tu peux aisément te publier un site web dynamique où les gens vont pouvoir venir ajouter, éditer des documents, éditer des calendriers, et partager de l'information. Donc, si j'ai un mini-projet, par exemple, je suis en train de fabriquer une revue, je dois interagir avec 7-8 personnes, on s'entend tous qu'on va utiliser ce portail-là comme point de central pour tout l'échange. C'est un groupe de travail. C'est ça, un groupe de travail, c'est le bon terme en anglais, on dirait workgroup. C'est ça. Donc, c'est un groupe de travail, ça te donne une fenêtre virtuelle, informatisée pour être capable de gérer le projet. Oui, puis on centralise, comme tu dis, toute l'information qui a rapport à ce projet-là est centralisée dans un site web. Et pour l'utilisateur qui a aucune connaissance de développement web, mais il va pouvoir ajouter des tâches, il va pouvoir ajouter des nouvelles, il va pouvoir ajouter des documents, puis communiquer aussi. Si on intègre aussi Live Communication Server avec ça, on va pouvoir communiquer en temps réel directement parce qu'on peut voir la présence électronique à l'intérieur des web parts dans SharePoint. Dans Windows SharePoint Services, on peut avoir l'intégration de la présence électronique et communiquer en temps réel avec les participants du projet. OK. Donc, il y a ce produit-là qui est gratuit, que tu installes sur un serveur 2003. Mais Microsoft, souvent, les besoins surtout des grandes organisations, ils veulent être capables de monitorer un serveur, ils veulent être capables de pouvoir aisément customiser ou en tout cas modifier. Puis Microsoft on dit nous on va faire un produit qu'on a appelé SharePoint Portal. La version actuelle c'est 2003. Puis là ça vend plus cher et pas gratuite, mais il te donne tous les services
d'entreprise. Puis essentiellement, c'est une couche applicative par-dessus les WSS, là, qui vient ajouter tous les services d'entreprise. Donc, quand on parle de SharePoint, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux produits. Il y a un produit gratuit puis un produit que tu payes des sous pour. Après ça, parler que si tu veux encore plus partager, tu peux utiliser des services de télécommunication, de téléconferencing, puis Microsoft a aussi d'autres serveurs. Mais par défaut, ça vient pas dans le produit, ça. Par défaut, ça vient pas dans le produit. On a Windows SharePoint Services et Portal Server qui, lui, entre autres, là, si on regarde les plus grosses différences ou les plus-values, en fin de compte, qui sont ajoutées avec Portal Server, on a parlé de la recherche tantôt. Et pour la publication de l'information aussi, on peut publier, en plus de publier nos documents, nos nouvelles, ces choses-là, on va pouvoir publier des personnes, on va pouvoir publier les profils des gens qui travaillent dans notre entreprise. Donc, si on fait une recherche sur un spécialiste Visual Studio, si l'entreprise a 20 000 utilisateurs, on va être capable de retrouver quelqu'un qui travaille sur Visual Studio. Ou si je fais une recherche sur Guy Barrette, je vais retrouver le profil de Guy Barrette pour le retrouver. Okay. Et par-dessus ces profils-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser toutes les propriétés qu'il y a à l'intérieur des profils pour créer des audiences. Et là, au niveau du portail, tout le monde le matin se branche sur le même portail. Mais s'il y a une nouvelle qui a été publiée pour les gens du développement, si je fais partie de l'audience développement, je vois les nouvelles développement. S'il y a une nouvelle qui a été publiée pour les gens de la comptabilité, moi, je vais voir les nouvelles de la comptabilité et des liens pour la comptabilité. Donc, il y a un principe d'audience qui vient s'appliquer aussi à portail qu'on n'a pas dans Windows SharePoint Services pour nous permettre de publier l'information. Puis que les gens, quand ils se loguent au niveau du portail, ils voient l'information qu'ils ont besoin pour leur travail et non l'information de tout le monde. L'idée étant que si tu es prêt à payer, c'est absolument tu es une organisation d'assez d'envergure, puis tu as justement des problématiques d'audience, ces choses-là. Mais beaucoup de gens, quand ils ont des petites équipes, ils vont juste s'installer WSS sur un serveur 2003 et ça fait la tâche. Moi, ce que je voudrais, est-ce qu'on explique à nos auditeurs le concept de web parts. Visuellement, on peut aisément différencier tout de suite quand on embarque dans un SharePoint parce qu'on peut visuellement voir que c'est des boîtes que tu peux draguer, dropper, déplacer. Donc, visuellement, on reconnaît un web part de ce que serait juste un contrôle ou en tout cas quelque chose qui serait juste du HTML. Tu sais, je sais pas si nos auditeurs peuvent... comment on pourrait décrire ça mieux? En fin de compte, en fin de compte, si on regarde un site Windows SharePoint Services ou un site Portal Server, la page d'accueil, c'est une page ASPX, à l'intérieur de laquelle on va retrouver des contrôles. C'est des web parts en fin de compte. Mais ce qui est intéressant avec les web parts, c'est que, encore une fois, pour un utilisateur avancé ou même un utilisateur ordinaire qui a aucune connaissance au niveau de développement, il va pouvoir aller dans une bibliothèque de web parts et décider, hey, ce web part-là, il m'affiche ma liste des clients. Il va pouvoir faire un drag and drop et emmener le web part dans sa page et pouvoir visualiser la liste des clients sans avoir eu besoin de aller faire les connexions aux bases de données externes, aller créer son data view pour pouvoir avoir ces informations. C'est ça, là on parle de l'usager en tant que tel, pas du développeur. Pas du développeur. C'est assez convivial pour qu'un usager, moyen ou avancé, là, puisse bâtir sa propre page là, avec des différents web parts. C'est ça. L'idée derrière les web parts, c'est ça, c'est qu'on donne une page de base à l'utilisateur avec plein d'outils comme des web parts qui sont disponibles. Puis les web parts, ça peut être un web part qui va afficher une liste de tâches. Ça va être un web part qui va afficher un calendrier. Ça va être un web part qui va afficher des documents. Mais ça peut être aussi un web part qui va aller se brancher sur un CRM à l'arrière puis aller tirer une liste, un back-end. Mais là, il va falloir avoir développé ça et c'est là que votre travail va venir pour nous aider. Mais c'est quand même merveilleux parce que si on prend un site web standard, là, l'usager normal en entreprise pourrait pas développer ses propres pages web et tout ça. Là, WSS donne la possibilité à cet usager-là de bâtir son propre mini-portail, son groupe de travail avec des bouts d'interface qui existent déjà. Puis si on peut prendre l'analogie au niveau du développement, pour ceux qui sont habitués à faire du développement web, un contrôle, c'est l'équivalent d'un web part. C'est un bout d'interface usagé qui a une certaine fonctionnalité, là. Puis, ce qui est intéressant des web parts, c'est qu'il y a des fonctionnalités de base, on peut les draguer, les drag and drop, en français, on dirait les déplacer, glisser, déplacer, on peut les rapetisser, on peut les cacher, donc, essentiellement, il y a toute
un comportement de base que les web parts ont tous, puis que t'as pas vraiment besoin de te préoccuper là. Ça vient standard pour tout le monde. Les gens savent comment les utiliser. Ben moi j'ai une grande question moi. On parle de web parts depuis tantôt, mais là ça a été développé les Windows SharePoint sous .NET 1.0. Il y avait pas de web parts à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, pour développer, Microsoft a déjà les web parts. Il y a déjà des web parts qui sont fournis. Il y a plein de web parts qui sont fournis par Windows SharePoint Services ou Portal Server. La liste, ça serait trop longue et énumérée. Mais il y a aussi une librairie d'objets, en fin de compte, SharePoint, qui est disponible, qu'on peut référencer dans Visual Studio, et on peut créer nos propres web parts à partir de ça. Fait qu'il y a un modèle objet SharePoint disponible pour le développement de La web question parts. qu'Éric amène est intéressante parce que pour beaucoup de nos auditeurs, la première fois qu'ils ont entendu le terme web part, c'est avec Net 2.0 parce qu'on a donné la capacité justement aux développeurs de dire vous pouvez vous faire des web parts et les plugger dans une page ASPX, n'importe laquelle. Mais c'est pas le même modèle. Tout à fait, mais le nom était le même. Puis c'était comme la première fois, mais pour les gens qui sont dans le monde SharePoint, depuis le début, en tout cas, je dirais pas depuis le début, mais le concept de une composante, un web part que tu peux placer, c'est là depuis au moins depuis la version 2003. Puis donc finalement Microsoft ils ont été volés ce concept-là. Puis là la grosse question c'est OK, ça s'appelle web part quand je suis dans Net 2.0, mais est-ce que quand je développe ça, je peux plugger ça dans un SharePoint Portal, ça va marcher? Puis là les développeurs sont toujours déstabilisés quand on leur répond non. Lesquels web parts? Ben, t'as la bonne question, lesquels web parts? Parce que si je fais bâtir un web part avec Net 2.0, aujourd'hui, puis que j'essaie de déployer ça sur un SharePoint, sur un Portal 2003, c'est incompatible. Parce que Portal Server, il est pas compatible avec .NET 2.0. Tout à fait. Si tu vas sur un site Windows SharePoint Services, là, tu peux avoir le .NET 2.0 et tu pourrais utiliser tes web parts, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, le point que tu amènes, c'est parce que il y a toujours moyen de créer des vieux web parts, le modèle 1.1, mais c'était hyper compliqué parce que tu avais plusieurs interfaces à implanter. Je sais, j'ai déjà essayé. Puis on s'entend tous que le modèle de Net 2.0 pour faire des web parts est assez simple. C'est une interface qu'il faut t'implémenter, mais ça reste que là ça devient abordable pour un développeur moyen. Ça n'a pas besoin d'être un Einstein pour être capable de développer ça. Puis aujourd'hui, si tu développes avec Net 2.0, tu peux les déployer avec la version gratuite SharePoint Services, la dernière version qui fonctionne avec Net 2.0. Donc on voit vraiment l'essor. Laquelle version? 2003 ou 2003. 2007? 2003. 2003. Windows 2003. SharePoint Services 2003 est compatible avec .NET 2.0. Mais Parfait. seulement le Service Pack 2. Oui, tout à fait. Ouais, Donc, c'est vrai. ce que les gens font aujourd'hui, principalement, ils vont chercher WSS, la version gratuite, ils l'installent sur leur serveur 2003 et ils s'assurent d'upgrader aussi leur serveur 2003 à Net 2.0. Et quand ils ont ça, là, ce qu'ils développent avec Visual Studio 2005 peut marcher. Hey, imaginez, on est mêlés, imaginez les auditeurs, là. Ben, c'est d'ailleurs la critique que le monde a tout dit à Microsoft, a dit, hey, là, pouvez-vous nous simplifier la tâche? Puis, est-ce qu'on s'entend que c'est ce qui s'en vient avec 2007? Avec 2007, ça va être beaucoup plus simple. Mais juste une petite chose pour pas faire peur à ceux qui travaillent avec 2003 encore, parce que 2003 est encore là pour un bout de temps. On peut quand même créer des contrôles, des user controls avec Visual Studio et les publier dans des web parts maintenant. Il y a un produit qui s'appelle Smart Part, si Ouais. vous faites une recherche, qui te permet de faire appel au user control. Et là, tu as beaucoup plus de flexibilité. Donc, tu travailles presque avec les mêmes outils. Aussi, pour continuer sur les Smart Parts, ils ont sorti pour la version pour le .NET 2.0, ils ont sorti Son of Smart Part. Ah oui? OK, pour la version .NET 2.0. Si on revient sur 2007, donc, Avant de parler de 2007, il y a une affaire que je dois dire parce que j'ai déjà fait des web parts en SharePoint. Et ce qui a été le plus dur, c'était pas nécessairement de développer les interfaces, c'était le modèle de sécurité de SharePoint. ouais. Vraiment, le déploiement des web parts, c'était compliqué, je trouvais. Oui, mais on peut faire des packages. Si on regarde dans la majorité des web parts qui sont disponibles maintenant, il y a des gens, quand ils développent les web parts, ils le font avec un package MSI ou un
un fichier .cab, qui va aller mettre à jour le fichier web config, qui va prendre le DLL, qui va aller la mettre au bon endroit où on veut, qui va aller gérer la sécurité comme il faut. Mais c'est vrai que si on fait juste développer un web part avec 2003, on prend le fichier DWP, puis on prend DLL, puis on essaie de déployer ça morceau par morceau, c'est assez complexe. Je suis d'accord avec toi. Moi, je sais pour avoir expérimenté la complexité de SharePoint, parce que SharePoint aussi, les WSS sont cachés dans le produit Team System. Donc, quand on se déploie un Team System, notre portail, ça va être fait avec SharePoint. Mais là, il y a une certaine complexité liée à la sécurité aussi, parce que SharePoint a son modèle sécurité, Team System a son modèle sécurité, SQL Server en arrière a aussi son modèle sécurité. Je veux pas embarquer dans la discussion de Team System, mais ça reste que SharePoint a toujours été reconnu comme étant un animal qui avait son modèle de sécurité. Si on revient plus en détail sur 2007, c'est quoi les nouveautés qu'on va retrouver avec SharePoint 2007? Mais dans 2007, si je regarde au niveau de la formation que je fais, il y a beaucoup de gens qui demandaient, ils voulaient faire du workflow à l'intérieur de SharePoint. On était très limité au niveau du workflow. Maintenant, le workflow est intégré dans SharePoint avec le Windows Workflow Foundation, mais il y a aussi des workflows qui sont déjà développés de base, qui sont disponibles avec SharePoint. Les workflows les plus usuels. Les workflows les plus usuels. L'approbation, pour des par approbations, pour des commentaires ou des choses comme ça. Donc, il y a ça qui est disponible. Il y a aussi, au niveau de SharePoint 2007, ils ont ajouté quelque chose qui va être intéressant pour nous ici au Québec, parce qu'on travaille souvent avec des entreprises qui ont besoin de bilinguisme. Puis dans 2003, c'était plus ou moins bilingue le produit. C'était assez difficile de faire quelque chose de bilingue, mais ils ont ajouté quelque chose qui s'appelle les variations. Donc, tu vas pouvoir créer des pages où les gens, ça va être basé sur la langue du navigateur, puis ils vont t'afficher la page anglais ou français Enfin. qui va être disponible. Il va y avoir aussi toute une section pour des wikis puis des blogs. Fait qu'on va pouvoir à l'intérieur de Portal Server créer des sites wiki ou des sites blogs là, pour pouvoir. On peut peut-être faire expliquer de la qu'est-ce qu'un wiki, Eric? Un wiki, c'est quoi? Un wiki, c'est tout simplement un site web éditable par tout le monde. Un blog maintenant? Un blog, c'est tout simplement l'abréviation de weblog, qui est un journal tenu sur le web par des gens qui veulent raconter une petite parcelle de leur vie. Nous sommes ébahis par ton savoir, Eric. Fait que déjà, avant, on a parlé de 2003, puis on disait dans 2003, on pouvait facilement créer là des listes pour des calendriers, des contacts, des choses comme ça. On pouvait aussi créer des sites pour des documents, des partages de documents. On pouvait créer des sites pour des réunions. Ils ont étendu la collaboration là avec les wikis, les blogs. Il y a aussi un support RSS. Donc, pour ceux qui travaillent avec RSS, c'est quoi du RSS, Eric? En fait, On a Mario fait une est plus émission il y a à peu expert. près 2 mois, 3 mois sur RSS, mais ça veut dire syndication vraiment simple en bon français. Ouais. Ou essentiellement la capacité de pouvoir pousser d'informations aux utilisateurs à la demande. Donc, on va pouvoir prendre nos sites SharePoint ou les listes de documents et les intégrer avec RSS. Et comme Office 2007, dans Outlook 2007, on va pouvoir faire des connexions au RSS. On va être dans notre Outlook, puis on va voir toute l'information qui vient de nos sites SharePoint. Ça va être très intéressant aussi. Toute la gestion des tâches, contacts, calendrier est encore là, mais est encore beaucoup plus intégré avec Office 2007, Outlook 2007, bien entendu, parce que là, on va pouvoir faire des liaisons entre les sites SharePoint 2007 et notre Outlook 2007. Et quand je vais être dans Outlook, je vais pouvoir travailler hors ligne sur mes documents SharePoint et me rebrancher. Puis quand je suis en ligne, on va aller resynchroniser avec les listes SharePoint. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, qui était en demande, en fin de compte, là, pour les listes contacts, calendrier, tâches. Parce que présentement, on peut pas travailler hors ligne. Il faut tout le temps être connecté. Faut être connecté. Oui, c'est ça. À moins, il y a des third parties qui permettent Mais de le faire, base, mais ça, de base, on peut pas travailler, il y a certaines façons qu'on peut travailler hors ligne, mais pas avec Outlook, là. Pas de la façon qu'on va pouvoir faire avec Non, 2007. donc on a ajouté des fonctionnalités disconnected. Des fonctionnalités disconnected, c'est ça. Aussi, mobilité, on entend parler de mobilité de plus en plus. Donc, on va pouvoir publier des sites SharePoint pour qu'ils soient disponibles sur des mobile devices, là, des Pocket PC ou des téléphones. Fait que ça va être intéressant aussi. Hey, pendant qu'on y est, est-ce qu'ils ont réglé un des problèmes que je trouve majeurs avec le SharePoint 2003? C'est-à-dire, on dirait que tous les sites SharePoint ont été faits sur le même modèle. Ils se ressemblent tous. Mais
Ben, c'est un peu voulu, je pense, parce qu'ils voulaient avoir la même interface, qu'on retrouve la même interface partout. Avec SharePoint 2007, ben oui, on va avoir tout le même modèle, mais on va pouvoir aussi avoir les master pages, si vous avez... qui Master sont page disponibles. avec puis du CSS pour changer l'apparence, si tu veux, des choses C'est comme ça. Fait qu'on va pouvoir appliquer une master page à un site, à une collection de sites, à un groupe ou à des pages, seulement des pages aussi. Donc, on va pouvoir plus facilement gérer l'habillage des sites SharePoint qu'on pouvait dans la version 2003, parce que c'était un peu complexe de gérer l'habillage des sites SharePoint 2003. Est-ce qu'avec 2007, on va toujours avoir un produit gratuit que tu vas pouvoir aller télécharger et le produit Portal? À la conférence SharePoint, ils n'ont pas parlé des prix. Mhm. Okay? Ils n'ont Ils pas en parlé parlent des jamais. licences. Ils n'ont pas parlé des licences encore parce qu'on est encore sur la bêta 2. Donc, mais j'imagine que oui, Windows SharePoint Services devrait rester gratuit. J'espère qu'il va rester gratuit. Mais il y a toujours le même concept. T'as les T'as Windows Service- SharePoint Services et t'as aussi Microsoft Office Server 2007. On pourrait quasiment appeler le SharePoint Foundation. C'est les fondations sur lesquelles, à un moment donné, tu peux aller chercher un produit portail et bonifier finalement les fonctionnalités C'est avec ça. le produit portail. Avec plus de fonctionnalités qui vont être disponibles. Puis là, la beauté, c'est que le produit portail 2007, lui, va être capable d'utiliser nativement les fameux web parts qu'on peut faire aujourd'hui avec Visual Studio 2005. Oui, ça va être. Je suis certain que les développeurs vont être bien contents d'avoir cette. On va simplifier, on simplifie le modèle. Le modèle est unifié, là, finalement, là. Oui, puis si on regarde, avant dans SharePoint Portal Server 2003, on avait un concept de zone et de sous-zone et compagnie. Maintenant, c'est des sites Windows SharePoint Services en fin de compte qui vont être créés en Puis, il y a aussi des produits dans le domaine open source qui sont un peu considérés comme des produits compétiteurs à SharePoint. .NET Nuke est un de ces produits-là. Le gros argument souvent de la communauté open source, c'est de dire, regarde nos produits, c'est bien plus facile qu'on peut créer l'équivalent d'un web part. Parce qu'on disait toujours, écoutez, du côté SharePoint, c'est lourd et là, finalement, puis ça arrive souvent comme ça du côté de Microsoft, quand il arrive à la version 3, il arrive finalement à faire le bon produit. C'est l'histoire ou en tout cas le vécu répétitif avec les produits de Microsoft. Puis ça va probablement être un des derniers incitatifs qui va faire que beaucoup de compagnies qui auraient peut-être pas été chaudes eux à prendre un produit open source, puis qui là disaient moi SharePoint, je suis pas sûr, ça m'a l'air compliqué. Probablement que là, ça va être le saut pour beaucoup d'organisations pour commencer à déployer du SharePoint. Oui, ben, si on regarde, on n'a pas fini déjà encore, on n'a pas encore fini de faire le tour des nouvelles fonctionnalités de 2007. Je vais vous en parler d'autres plus on va avancer. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qui vient avec SharePoint 2007, il y a beaucoup de gens qui vont faire le saut. Revenons-en. Donc, il y a encore plus d'autres fonctionnalités. Il y a encore plus Moi, je d'autres trouvais déjà, fonctionnalités, c'est OK. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus? Mais il va y avoir aussi, on a parlé d'intégration Office. On va pouvoir mettre des liaisons avec Outlook. Mais avec Exchange 2007 aussi, on va avoir le Outlook Web Access. Puis les listes SharePoint qu'on voit dans notre Outlook, on va pouvoir les voir aussi dans Exchange 2007, dans Outlook Web Access, qui vont être disponibles donc par le web. On a aussi, on a parlé du workflow, on a aussi du records management, la gestion du cycle de vie en fin de compte des documents ou de l'information. C'est qu'on va pouvoir faire des règles puis dire dans tel type de bibliothèque, les documents ils passent 30 jours, 60 jours, après 60 jours, on les prend, on les archive et dans les archivages, on va pouvoir faire un print-out PDF, en fait, compte, c'est qu'il va prendre le document puis il va le sauvegarder en format PDF pour pouvoir l'archiver. Il va avoir aussi tout le CMS, Content Management Server, il est intégré aussi avec SharePoint Portal ça, Server. c'est un bon point parce que Microsoft avait un produit qui s'appelait Content Management Server. La dernière version était version 2002. Ce produit-là, il n'y aura plus de nouvelle version, si je comprends bien. C'est totalement intégré dans SharePoint. C'est totalement intégré, puis ça va nous permettre de faire des belles choses avec SharePoint aussi, parce que dans le moment, avec SharePoint 2003, si on avait une infrastructure de développement, un pré-production, production, puis aussi si on avait un autre site en Internet, mais c'était assez difficile de faire le déploiement du contenu d'un site de développement et de pré-production. Maintenant, avec CMS, on va pouvoir dire, j'ai tel contenu, je veux le publier sur tel serveur et ça va être publié. Puis, je veux dire, ça, c'était un problème majeur avec la version 2003, c'est que
Bon, quand je travaillais chez Neuron, on avait des clients où ils auraient aimé ça avoir plus de fonctionnalités de CMS, là, d'édition de contenu dans SharePoint, puis c'est impossible de lier les deux ensemble, là. Donc là, les deux produits étant combinés, je pense que ça va vraiment répondre à un besoin, là. Ouais, ben ça va vraiment faciliter le déploiement de l'information, enfin, du contenu. On va voir de plus en plus, puis à la conférence SharePoint, il y a quelques semaines, et ils ont dit que ils espèrent voir des .com ou sur Internet là, des serveurs SharePoint qui vont être publiés. Ils nous ont montré comment on va pouvoir prendre des serveurs SharePoint et les publier. Avec les master pages et les page layouts, on va pouvoir changer presque le layout complet de SharePoint pour que ça ait l'air d'un site web Internet et non d'un site portail intranet pour pouvoir publier l'information. Puis notre serveur pourrait être d'un DMZ ou ça pourrait être un autre serveur dédié pour Internet, mais là, on va avoir nos points de publication qu'on va pouvoir pousser avec CMS pour déployer le contenu. C'est ça, parce que cette fonctionnalité-là était incluse dans Content Management Server. Donc maintenant, là, c'est un bon apport là, au produit SharePoint. Oui, ça c'est une autre nouveauté qui va devenir intéressant pour la publication de l'information. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Est-ce qu'il y a autre chose? Écoute, j'essaie de pas en oublier. Il y a tellement de choses. À moins que je me trompe, il n'y a pas maintenant le front page qui a été renommé récemment? Ah oui, il y a le front page sur stéroïde là, qui va être le SharePoint Designer. Ça, c'est dans les outils de développement. Ça va vraiment là faciliter pour créer nos master pages, en fin de compte, c'est un WYSIWYG, là. Fait que tu vas voir ce que tu fais, tu vas pouvoir ajouter des images, changer les couleurs très facilement. On va pouvoir créer des workflows directement, des workflows personnalisés à partir du SharePoint Designer. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Donc, pour un utilisateur avancé, qui a pas beaucoup de connaissances en développement, ben il y a un wizard, un assistant qui va l'aider à développer un workflow pour son site, pour sa bibliothèque de documents. L'idée, l'utilisateur cible du nouveau, ce qui s'appelait avant Front Page, mais maintenant s'appelle SharePoint Designer, c'est quelqu'un qui a aucune connaissance HTML. Ben, je dirais pas aucune, parce que je pense que ça va toujours en prendre un petit peu, mais avec un minimum de connaissances, on va être capable de faire des belles choses. Un power user, là. Ouais. Donc, il y en a toujours un dans au moins chaque organisation, puis c'est la personne souvent qui aime ça, jouer avec les nouvelles choses, donc c'est la personne qui va se retrouver à hériter de l'utilisation de SharePoint Designer. Le faiseur de troubles. C'est ça, mais il ressemble vraiment beaucoup à Front Page, là, si on regarde les fonctionnalités, mais ils ont rajouté plein de choses à l'intérieur pour créer des web parts. On va être capable aussi avec, dans Front Page 2003, quand on travaillait avec SharePoint 2003, on était capable de créer des web parts, des data view web parts, où on allait se brancher sur une BD, on allait chercher des tables, puis on faisait visualiser l'information. Maintenant, on va pouvoir créer des web parts à partir du SharePoint Designer, mais qui vont aller se brancher sur plusieurs sources de données pour pouvoir mettre toute l'information dans une web part, mais à partir de plusieurs sources de données. Donc, l'agrégation de données à partir de SharePoint Designer. Là, on parle de SharePoint Designer, puis la semaine passée, Microsoft annonçait Windows Office Beta 2. Et SharePoint Designer était dans la liste de des produits qui faisaient partie de Office 2007, la Beta 2. Donc là, moi, je me suis dit, comment ça, SharePoint? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que SharePoint va aussi se retrouver dans la suite Office? Ben, j'ai pas tous les produits. Je pense qu'ils sont rendus avec 8 différentes versions d'Office 2007 qui va sortir. Il va y avoir la version de base, version étudiant. Il va y avoir une version professionnelle, une version entreprise, une version plus. Je me souviens pas de tous les noms. Il va y avoir une version SharePoint, j'imagine. SharePoint, non, ça va être le produit. Ça va être Microsoft Office Server ou Windows SharePoint Services qu'on va pouvoir déployer, qui va être disponible. Qui fait partie, en fin de compte, ça fait toute partie de la suite Office. C'est ça, la suite Office qui comprend Form Server. Il va y avoir Form Server. Pour ceux qui connaissent Infopad, je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec Infopad, mais Form Server, c'est que ça va te permettre de pouvoir publier tes formulaires Infopad, mais en format HTML. Ça, c'était une grosse demande aussi, parce que les gens, pour pouvoir éditer, pour pouvoir remplir des formulaires Infopad, les gens avaient besoin du client Infopad sur leur poste. Maintenant, on va pouvoir publier les formulaires sur le web et SharePoint, on va pouvoir, à partir de SharePoint, appeler le Form Server pour pouvoir remplir les formulaires et visualiser les formulaires Infopad. Le Office Server, c'est Windows SharePoint Services, c'est la partie publication de formes, c'est tout ça intégré avec en plus des workflows, donc... Mais encore là, au niveau de SharePoint, il va y avoir différentes versions ou différentes
combinaisons qu'on va pouvoir faire de serveurs. On pourrait avoir juste SharePoint, Microsoft Office Server 2007, sans le Form Server, sans les services Excel aussi, si on veut publier, parce qu'il y a un serveur Excel maintenant qui va sortir avec la suite Office 2007 pour pouvoir faire du calcul avancé. Puis, ouais, parce que Office, c'est une suite de produits, là. C'est pas juste, là, le Word, Excel et tout ça. C'est Bon, juste Word. ça reste la même chose, mais dans la famille Office, il y a d'autres produits, comme un des nouveaux produits, c'est Groove et Groove Server. Ça m'amène. Je sais pas si Serge, t'as eu le temps de regarder un petit peu Groove? Oui, Groove, c'est la partie intéressante de Groove, c'est on va pouvoir travailler. J'ai vu la portion qui va avec SharePoint. C'est que je vais pouvoir, si j'ai le client Groove sur mon poste, je vais pouvoir créer un espace de travail et pour mes documents qui sont à l'interne, je vais pouvoir synchroniser ces documents-là avec mon espace de travail Groove et dire, Guy et Mario, je vous invite sur mon espace de travail. Vous avez Groove, vous venez vous connecter là-dessus et on se partage l'information. Même si vous faites pas partie de mon intranet, on est capable de se partager de l'information de façon sécure. C'est ça, la façon que je l'ai vu, c'est comme un SharePoint, mais déconnecté. Dans le sens virtuel. Où t'as pas nécessairement besoin d'avoir un serveur web, t'as besoin d'un client sur chacun des postes. T'as besoin d'un serveur où il va se faire la synchronisation de l'information, effectivement. les modifier. Puis, mais c'est pas juste rapport à SharePoint. On pourrait dire, je me crée un espace de travail juste pour des documents, puis je prends n'importe quel document là qui sont pas SharePoint et je pourrais les partager avec vous aussi à partir d'un espace de travail Groove. Mais il reste qu'il y a une intégration avec SharePoint. Il y a une intégration avec SharePoint parce qu'on va pouvoir dire que je veux aller dans Groove, créer un espace de travail SharePoint. Je dis où se trouve cet espace-là, il va amener l'information dans notre espace de travail. Est-ce que je me trompe si on dit que dans la famille Office 2007, à peu près tous les produits de type serveur ou de type client vont communiquer entre eux ou ils ont cette fonctionnalité-là built-in? Je pense l'idée, c'est de faire communiquer toutes les applications ensemble pour pouvoir travailler. Si on parle du portail, on peut avoir une place centrale au niveau du portail où on voit tous nos documents, tous nos tâches. On peut voir en temps réel les membres de notre équipe. Si on va dans notre site d'équipe, en temps réel, les membres de l'équipe, s'ils sont en ligne. Je peux voir mes documents pour cette équipe-là, des documents partagés. Je peux voir mon information personnelle si je veux. Donc, on essaie de tout centraliser cette information-là. Et ce qu'ils ont fait de plus avec 2007, on a parlé de la mobilité. Donc, on peut publier sur les mobiles. On peut travailler hors ligne, soit avec Outlook ou soit avec Groove, qu'on va pouvoir travailler en mode déconnecté aussi. Et le partage d'informations avec nos clients aussi, si on veut, et les partenaires dans l'entreprise. Donc, c'est une grosse outil. SharePoint, si on regarde la famille SharePoint, ou la famille Office, en fin de compte, c'est un outil qui nous permet de travailler avec des documents, mais avec SharePoint, c'est encore plus loin que ça. C'est qu'on va pouvoir travailler avec des partenaires, partager des documents, collaborer, communiquer, améliorer la productivité. Ça, c'est bien beau d'un point de vue utilisateur. Pour les développeurs, est-ce que le fait que justement, le produit SharePoint va se retrouver aussi dans toute la suite des produits Office. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour les développeurs de ce côté-là? Mais c'est sûr que on va avoir besoin, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà intégrées dans SharePoint, mais on va vouloir aller tirer de l'information des sources externes. Une des nouveautés encore dans SharePoint qu'on n'a pas parlé, c'est les Business Data Catalog, les BDC. C'est qu'un développeur pourrait créer un fichier XML à l'intérieur duquel il va utiliser soit ADO.net ou des web services et il va dire, va te brancher sur mon CRM, va te brancher sur une base de données externe, va te brancher n'importe où et tire-moi toute cette information-là. Il va aller publier ce fichier XML-là dans le Business Data Catalog. Et là, ensuite, pour un utilisateur ordinaire, je vais pouvoir utiliser des web parts qui sont déjà disponibles pour des Business Data qui vont aller parler au catalogue, prendre l'information et me faire visualiser cette info-là. Puis ça, c'est important ce que tu es en train de dire là, parce que Business Data Catalog, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est quelque chose qui avait été développé à l'origine pour BizTalk. Puis il y a beaucoup, parce que BizTalk, oui, ça servait à intégrer de l'information, il y a beaucoup de connecteurs pour différentes technologies, des mainframes, ces choses-là. Puis Microsoft, la stratégie qu'ils ont décidé de prendre, c'est plus juste le laisser dans
dans BizTalk, mais de sortir ça et d'en faire quelque chose, une entité à part entière qui peut être utilisée par d'autres produits, dont SharePoint. Puis comme tu dis, ça va offrir beaucoup de capacités d'intégration d'informations propriétaires qu'on peut avoir dans notre organisation, puis de les publier dans notre espace de travail. Justement. Donc, c'est ça. Si on vient à notre portail, ben là, dans le portail, on va pouvoir publier, on a parlé des personnes, on a parlé des documents, des contacts, des tâches, mais on va pouvoir publier de l'information qui vient de notre CRM, de l'information qui vient de... Système de comptabilité. Système de comptabilité et plus, là. C'est ça l'idée derrière SharePoint. Puis pour les développeurs, pour revenir à ta question, où les développeurs, on va en avoir besoin, mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de vous pour développer des web parts, pour pouvoir dire, ben j'aimerais avoir un web part qui va m'afficher l'information de telle façon. C'est sûr que une des choses qu'on n'a pas parlé au début dans les web parts, c'est qu'on a dit c'est un objet ou un contrôle qu'on fait un drag and drop qu'on amène dans notre page. Mais vous, les développeurs, quand vous allez faire ça, vous allez dire, OK, je vais chercher telle colonne, tel type d'information, telle propriété. Mais en développant le web part, vous allez pouvoir dire aussi, je permets à l'utilisateur de modifier telle propriété du web part. Donc, l'utilisateur ordinaire qui n'a aucune connaissance de développement web va pouvoir aller modifier le type d'affichage. Il va pouvoir dire, je veux voir seulement la colonne, le nom, le prénom, l'adresse email. Il va pouvoir dire, je veux voir tel autre type d'information. Donc, il va pouvoir vraiment gérer de quelle façon l'information va être affichée en plus de gérer quel contenu va être affiché. Puis, on s'entend, Microsoft vont mettre beaucoup de ressources pour faire en sorte que leur Office 2007, ça soit... Parce que là, ça fait plusieurs années que Microsoft tente de favoriser que les entreprises migrent d'Office. Encore des organisations sont encore sur Office 2000. Donc là, on s'attend qu'il va beaucoup d'organisations, ils vont se dire, ben est-ce que j'ai assez de fonctionnalités pour dire oui, je migre? Puis le fait qu'ils mettent l'emphase sur offrir des fonctionnalités serveurs, puis juste un Excel, puis juste un PowerPoint, puis juste un Word, probablement pour beaucoup d'organisations, ça va être oui, OK, je fais le saut. Et pour la meilleure façon pour un développeur pour se préparer, pour être à l'affût de ça, pour en tirer le maximum, c'est apprendre aujourd'hui à comment faire des web parts avec Visual Studio 2005. Ben, vous l'avez déjà dans Visual Studio, alors pourquoi pas l'apprendre? Parce que c'est sûr que moi, je regarde SharePoint, puis ça fait déjà j'ai travaillé avec la version 2001, donc ça fait déjà un bout de temps que je travaille avec SharePoint. Et là, avec la version 2005, j'espère, en tout cas, qu'il va y avoir un éclatement de SharePoint. 2007, excuse. Qu'il va y avoir un éclatement de SharePoint, puis on va en retrouver partout. Écoute, si on regarde la version WSS, si elle reste gratuite, c'est un produit gratuit qui te permet de partager, collaborer, de gérer toute ton information de façon simple, efficace, et qui va améliorer beaucoup la productivité. Donc, tout le monde devrait en avoir. Puis, en plus, ben si on peut avoir des web parts, si on peut demander à notre développeur de nous créer un web part pour aller chercher tel type d'information, ben ça va être encore beaucoup mieux. Là. Parce que c'est même envisageable pour un développeur qui est dans une équipe de développement, puis on the side se dit, ben regarde, je vais même installer un serveur 2003, ou en tout cas, j'ai déjà un serveur 2003 disponible, je mets les WSS dessus, je me crée des web parts, et je suis capable d'expérimenter et voir comment se comporte cette technologie-là aujourd'hui en 2005, pour se préparer à ce qui s'en vient, parce qu'il y a une forte chance qu'il y ait une bonne vague de nouveaux déploiements de SharePoint 2007 dans les années ben moi, ce futures. que je proposerais, c'est pourquoi pas aller chercher déjà le bêta 2 qui est public et commencer à travailler avec le bêta 2 de SharePoint. Il est disponible en français aussi maintenant, là, depuis le bêta 2. On a SharePoint, Windows SharePoint Services et la version portail ou la version serveur qui est disponible en français. La version in French! Eh oui. Donc, on va pouvoir travailler, on va pouvoir commencer à travailler tout de suite avec la prochaine version. Si votre plan, c'est pas de déployer tout de suite Windows 2003 et que c'est d'apprendre la prochaine version, ben allez chercher, elle est gratuite là, et est ouverte au télécharger, public. installer dans une machine virtuelle. Oui, d'ailleurs, la machine virtuelle va presque être obligatoire parce que on peut pas installer malheureusement la version serveur sur un Windows XP. Il faut absolument un Windows Server. Ça prend un serveur, oui. Ben, c'est un service, Windows SharePoint Services, c'est un service c'est pas pensé pour rouler sur un XP, là, ça non, c'est certain. c'est pas pensé pour rouler sur un XP. En terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu voudrais vraiment indiquer à nos auditeurs en leur disant voici quelque chose, puis ça n'a pas besoin d'être forcément sur SharePoint, je sais pas si tu as quelque chose. Si on regarde des sites web intéressants sur SharePoint, il y a msd2d.com où vous allez retrouver de la belle information. On va mettre le lien sur disponible. le site. Il y a aussi faudrait que je retrouve là, mais il y a le club SPS en France qui est disponible là, qu'on pourrait mettre sur le lien sur le site là où il y a des MVP là en France qui vont mettre beaucoup d'informations. Ben merci bien Serge. Nous on va passer à la partie la seconde partie de l'émission, puis on te revoit à la fin. OK, merci.
Besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Éric, on commence toujours en parlant du groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Oui. L'émission, on enregistre aujourd'hui mercredi le 31 mai. On devait enregistrer la semaine prochaine, le 7 juin. Puis stratégiquement, ça nous aurait permis de parler de la présentation, la prochaine présentation que Jérôme Caron va faire le 5 juin. Donc, probablement qu'on va publier cette émission-là le lundi 5 juin. Donc, on peut pas parler comment a eu lieu la présentation, mais on peut dire que le 5 juin, il y a Jérôme qui va présenter. Exactement. On est certain que ça va être une belle présentation, très colorée, parce qu'il va nous présenter les reporting services de SQL Server et probablement qu'il va nous ébahir avec tout le merveilleux drag and drop qu'on a pour faire des beaux rapports avec SQL Server. Jérôme qui est évangéliste chez Microsoft Canada. On a fait une émission avec lui juste avant Noël où on parlait de Bébel, de tout ce qu'on peut acheter, puis moi il m'épatait par toutes les choses qu'il y a chez lui. Écoute, en tout cas, j'espère qu'il va amener un petit peu de ses gadgets de la maison pour nous ébahir. Pour les auditeurs qui vont écouter après 5 juin, la prochaine rencontre du groupe utilisateur Visual Studio, c'est le 19 juin. Ah, effectivement, Mario, on va faire notre revue annuelle sur le TechEd 2006 qui va avoir lieu à Boston la semaine précédente. Et puis toi, Mario, et Guy aussi, on va tous parler en avant et on va expliquer c'est quoi les grandes annonces qui ont eu lieu. Ouais, on va faire un sommaire de la semaine, finalement, de toutes les nouveautés qui auront été annoncées. Puis une des annonces qui va avoir lieu à TechEd a été annoncée comme nouvelle cette semaine, parce que là, on va embarquer dans les nouvelles à proprement parler. C'est une nouvelle édition de Visual Studio Team System pour les professionnels de base de données, ce qu'ils appellent en anglais les database professionals. Moi, je dois avouer que moi, ça m'a surpris parce que moi, je savais pas que ça s'en venait. T'étais pas dans le secret des dieux, hein? J'étais pas dans le secret des dieux. Le nom de code du produit, c'était Datadude. 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 C'est un bon nom de produit. Le produit en tant que tel est intéressant parce qu'il va avoir toutes sortes de fonctionnalités qui vont parce que beaucoup de gens ont ces problèmes-là avec les bases de données, ils sont pas capables de synchroniser les différentes bases de données qu'ils ont. Souvent, on sait que dans un environnement de travail ou de développement, on va avoir une base de données de test, une base de données de développement, puis aussi une base de données probablement de production. Et souvent, ces bases de données-là vont avoir des schémas différents. Et donc, une des grosses fonctionnalités du produit, ça va être celle de pouvoir synchroniser les schémas et ainsi non seulement les schémas, mais aussi synchroniser les données elles-mêmes pour pouvoir avoir des bases de données identiques à travers nos différents paliers de développement. Ce qui est intéressant, c'est que le DBA devient un membre à part entière de l'équipe de développement, avec l'architecte, le développeur, le testeur. Donc, c'est un nouveau rôle que Microsoft rajoute dans la suite Team System. Pour ceux qui sont procurés Team Suite, là, qui englobe tous les produits, pour ces personnes-là vont avoir accès aux produits là, gratuitement. Là. Puis, parce que certaines fonctionnalités, comme tu dis, il y avait déjà des produits de tiers parties qui faisaient ça. Redgate était un fournisseur d'un produit qui marchait très, très bien pour... Mais il y a d'autres fonctionnalités qui sont uniques. Deux autres fonctionnalités qui sont uniques. Tout à fait, parlons-en. C'est ça. Ils ont d'abord, avant tout, ils ont la capacité de garder les structures du schéma dans ce qu'on appelle le gestionnaire de code source qu'on a intégré avec Team System Foundation Server. C'est ça. Donc là, les gens de base de données, eux autres aussi, il va falloir qu'ils gardent leurs choses dans un gestionnaire de code source, ce qui était peut-être pas toujours dans la culture. Là, avec Team System, c'est vous êtes partie de l'équipe de développement
et on veut versionner aussi vos schémas de BD. Exactement. Et la dernière des choses, on a aussi un outil de refactorisation, c'est-à-dire on va pouvoir renommer facilement nos colonnes et nos noms de table de base de données, et comme ça, automatiquement, nos procédures stockées, nos vues vont être modifiées. Puis, une grande nouveauté pour beaucoup de gens de base de données, c'est qu'on va leur fournir le framework de tests unitaires pour TSQL aussi. Quand tu vas faire des tests unitaires sur tes bases de données, ça, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Quand tu fais une couche de StarProc, par exemple, pour faire tout ton CRUD, le Create, Read, Update, Delete, pourquoi pas bâtir un jeu de tests unitaires pour t'assurer que ça fait la job? Si jamais ils viennent, surtout quand ils font du peaufinage, puis font de l'optimisation, puis que là, on veut pas qu'ils changent justement les contrats qui étaient initialement prévus. Donc là, les tests unitaires vont tout de suite détecter s'il y a une faiblesse à ce niveau-là. Une dernière fonctionnalité intéressante, c'est un data generator. Donc, des fois, on a besoin de tester nos bases de données. Est-ce que ça va scaler quand on va avoir 1 million d'entrées? Justement, il faut les générer. C'est 1 million d'entrées dans notre base de données pour pouvoir gérer ou mesurer les performances. Et ça va être un des points intéressants, le data generator. Puis comme je disais, TechEd, c'est vraiment... Là, l'annonce a été faite officiellement, mais à TechEd, Microsoft va présenter le produit. En fait, ça va être un CTP va être disponible dans la semaine du 11 juin 2006 à TechEd. Donc, nous, une des choses qu'on va sûrement parler quand on va venir de TechEd, c'est de cette nouvelle édition-là de Team System. Ouais. Autre nouvelle, Eric. Naturellement, on a le célèbre Windows Live OneCare, qui est finalement une sorte le premier outil, je pourrais dire, antivirus provenant de Microsoft. Hein? C'est drôle qu'il le vendent, en tout cas pas qu'il le vendent, mais qu'il l'offre sous la bannière Live. En fait, Microsoft se lance dans les services. Donc, ils vendent l'antivirus, tout l'aspect de protection au niveau de l'ordinateur personnel sous forme de service. Et la bannière Live est une bannière de service. Donc, c'était un petit peu logique là, de la part de Microsoft de mettre ça sous la bannière Live. Dans la mesure où est-ce que les mises à jour, par exemple, de tous tes schémas de virus, ces choses-là, c'est ça le service que tu vas te procurer? Parce que le produit, ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, c'est que tu l'installes localement sur ton ordinateur, puis ça crée un antivirus ainsi que firewall personnel, des choses comme ça. Donc il y a un firewall qui est plus évolué que celui qu'il y a dans XP, par exemple. Il y a aussi un anti-spyware. Mm-hmm. Puis il y a aussi toute la notion de backup, là, pas que le produit fait des backups en tant que tel, mais de toute la notion de cédulé, là, les backups. C'est des choses que les utilisateurs, la moyenne des utilisateurs, ils savent pas faire. C'est pour ça qu'ils t'appellent toujours en disant là, ça marche pas l'ordinateur, puis là tu dis mais là, t'as-tu sauvegardé tes données? Oui. Ça sauvegarde des données. C'est pas gratuit. Il y a des frais d'abonnement annuels à Windows Live Care. Exactement. Alors, ça va être intéressant de voir comment la compétition va réagir, puisqu'on a déjà des produits tels que Symantec et McAfee qui font déjà des antivirus depuis longtemps, puis ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils vont réagir fortement ou non. Oui, Serge. Microsoft a acheté Cybery aussi, qui font des antivirus pour Exchange, pour SharePoint. Donc, c'est possiblement une des raisons là que c'est parce qu'ils ont décidé qu'ils embarquent dans ce marché-là. Absolument, il y a peu de marchés où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu qui veulent pas participer. Hein. Ils s'arrangent toujours pour être... puis souvent, ils commencent en mettant quelqu'un qui est en 4e, 5e position, puis tranquillement pas vite, ils s'arrangent pour devenir, si c'est pas le premier, au moins dans les 3 premiers. Autre nouvelle, Eric. On sait qu'il y a différents formats d'images sur Internet qui sont disponibles. Hein. On a les GIF, on a les JPEG, on a les PNG. On a aussi d'autres formats qui tentent d'émerger. Exemple, le JPEG 2000 qui tente de remplacer le vieux JPEG qui n'a pas un format de compression extrêmement intéressant. Alors, Microsoft, eux autres aussi se lancent dans la course de dire oui, il nous faut un nouveau format de compression d'image. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle le Windows Media Photo, qui est intégré directement à au XML Paper Specification, le format XPS qui va être intégré à Windows Vista. Et donc là, Microsoft ont commencé à sortir des spécifications sur ça, ce format c'est pas d'image. La première fois. Toutes les fois qu'ils ont une version de leur système d'exploitation, ils définissaient toujours des formats de fichiers. On se souvient du format WMF pour les formats vectoriels, BMP pour les bitmaps. Donc là, ce qu'eux autres, ils veulent juste s'assurer, c'est se dire, nous, on va avoir un format sur notre plateforme, en espérant que ce format-là devienne quelque part... un standard de facto.
Est-ce que ça va être le cas? Ça va être à voir. On va s'en parler dans 5 Ça ans. va dépendre surtout de l'adoption du XML Paper Specification, le format XPS. Est-ce que ça va vraiment remplacer à la longue Adobe avec PDF et compagnie. PDF et compagnie? Ça va être la grande question. Beaucoup de gens disent que peut-être que oui. D'autres personnes disent, c'est dur de déloger des géants qui existent déjà. Donc, on va voir. Je serais pas surpris que le premier réflexe de beaucoup de monde soit de dire, pourquoi un autre format? Un autre. Exactement. Deux autres plus petites nouvelles. Il y a d'abord l'équipe de ASP.NET qui a sorti récemment le Web Application Project. C'est un téléchargement qu'on peut faire sur Internet pour amener le modèle de compilation qu'on avait à l'époque de Visual Studio 2003. Dans le temps où est-ce que quand on faisait des projets web, On avait une solution, on avait un projet. Puis là, c'est parti en 2005. Il y a bien du monde qui sont pas contents. Exactement. Alors là, maintenant, il y a un téléchargement qu'on peut aller chercher sur Internet pour amener cette fonctionnalité-là de Web Application Project directement dans Visual Studio 2005. Puis, c'est extrêmement nécessaire. Si tu veux faire de l'automatisation, pas de projet, là, ça meurt très, très mal. Donc, il y avait comme quelque chose qui était... Ouais, en tout cas. Le scénario avait été mal compris par les... Microsoft a compris, puis au moins, ils ont corrigé la chose. Ils ont corrigé la... Autre dernière nouvelle? Une dernière nouvelle qui est une nouvelle qu'il faudra surveiller plus tard dans le futur. Microsoft ont annoncé il y a quelques semaines la sortie dans un futur proche du .NET Micro Framework. Le .NET Micro Framework, c'est un framework encore plus petit que le .NET Compact Framework. Si vous vous rappelez, le .NET Compact Framework, c'est ce qui roule sur les Pocket PC, sur Windows CE. Et le .NET Micro Framework, c'est pour rouler sur une prochaine génération, une génération future de smartwatches, qui est pas encore sorti de nos jours, mais c'est peut-être pas ce qu'il y avait le jour de développer pour leur monde spot, là. Exactement. Mais le problème, c'est que présentement, toi, Mario Cardinal, tu pourras pas rien développer pour les mondes spot, malheureusement. C'est Microsoft qui développe. Mais là, justement, dans la prochaine génération des smartwatches, on va avoir justement la capacité de développer, nous, des applications pour ça avec le .NET Micro Framework. Une autre chose aussi intéressante, c'est que .NET Micro Framework va fonctionner aussi sur un nouveau type d'appareil qu'ils ont appelé les Windows Auxiliary Devices. Les Windows Auxiliary Devices, c'est des sortes d'écrans qu'on va retrouver sur le dessus des portables dans le futur, qui vont rouler sans même que notre portable soit ouvert. Mais naturellement, s'il roule sans que le portable soit ouvert, il faut qu'il utilise un peu moins de mémoire, puis il faut qu'il utilise un peu moins de ressources, et il va utiliser finalement le .NET Micro Framework pour rouler ces applications-là. Intéressant. Okay. Ça fait le tour des choses pour cette fin du mois de mai 2006. Serge, merci bien encore. Hein? Ça m'a fait plaisir, messieurs. Oui, c'est un bon tour, un bon overview de SharePoint. Puis surtout ce qui s'en vient là, dans le futur. J'espère que ça va vous avoir donné le goût de travailler un peu avec SharePoint, parce que vous allez voir, quand on commence à y toucher, on va plus en sortir. C'est comme la télévision couleur, puis versus la télévision noir et blanc. Quand tu c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est le satellite avec 300 postes où est-ce que tu peux avoir la télévision à la demande. Mais Mario, là, noir et blanc, couleur, ça c'est vieux, là. Non, tu parles plutôt de télévision parce que moi j'ai numérique. 46 ans, donc tu sais, faut que je sois de mon temps. Parle plutôt de télévision HD, là, haute définition. Tout à fait, c'est vrai. Je pourrais réactualiser mes exemples. Ouais. La prochaine émission, on revient, nos auditeurs vont pouvoir nous réécouter à partir du 20 juin. On va parler de tout ce qui touche les approches agiles. Donc, on revoit nos auditeurs dans un peu plus de 2 semaines. À bientôt, Mario. À la prochaine. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.